Cayem, obusier espagnol fondu à Barcelone en octobre 1792 sous le règne de Charles IV. Il a été pris en Catalogne par les Français. Le Défenseur, canon français de calibre 24. Il a été fondu à Strasbourg le 25 février 1758. Les armes du roi de France décorant son renfort ont été effacées par les révolutionnaires français. Canon de bronze fondu en 1742 à l'arsenal de Woolwich en Angleterre. Son renfort est orné des armes de George II, couronné et entouré de l'ordre de la Jarretière, surmonté de la devise « Dieu est mon droit ». Bavaro, numéro 1471, Tripolino, numéro 1473, Romulo, numéro 1535, Scipio, numéro 1538, 4 canons espagnols fondus à l'arsenal de Séville en 1785 et 1786 sous le règne de Charles III. Ils sont coulés en bronze. Comment ces armes à feu, à la pointe de la technologie de l'artillerie lourde du XVIIIe siècle, se sont-elles retrouvées à plus de 7000 km de leur lieu de fabrication dans une forteresse perchée sur une montagne? France, mai 1801. Les ports de Brest, de Rochefort, de Lorient et de Toulon s'activent. Des forces considérables se réunissent pour une campagne militaire dont on ignore encore le but. Bientôt se répand la rumeur qu'une expédition va se mettre en route vers les colonies françaises d'Amérique. En décembre 1801, des ordres sont donnés de faire embarquer les troupes. 31 000 hommes sont missionnés pour mater ce qu'on croit être une jacquerie d'esclaves contre l'autorité. Napoléon Bonaparte, premier consul de France suite au coup d'État du 18 Brumaire, confie l'expédition de Saint-Domingue au meilleur de ses généraux. La flotte est commandée par les amiraux Louis-Thomas Villaret de Joyeuse et René de la Touche-Tréville. Son beau-frère, Victor Emmanuel Leclerc, commande les troupes. Il est accompagné de son épouse Pauline Bonaparte et de leur fils Dermide, âgé de 4 ans. Après une traversée de l'Atlantique de 7000 km, en février 1802, les troupes parviennent au large de Saint-Domingue, la plus importante et la plus riche colonie française des Amériques. En 1697, par le traité de Ryswick, l'Espagne cède à la France le tiers occidental de sa colonie d'Hispaniola, située dans les Antilles. L'occupation française de cette partie de l'île se caractérise dès lors par une économie de plantation. C'est le système de l'exclusif qui prévaut. La colonie ne peut échanger qu'avec la métropole. Vers le milieu du XVIIIe siècle, Saint-Domingue devient la plus riche et la plus prospère des colonies françaises. Elle produit à elle seule plus de sucre que toutes les colonies anglaises réunies et 40% du café mondial. Régie par le Code noir, une société de caste fortement hiérarchisée est mise en place. La production des denrées et l'immense richesse générée est assurée essentiellement par une main-d'œuvre servile. Au cours du XVIIIe siècle, près de 1 million d'esclaves sont transportés des côtes ouest d'Afrique vers Saint-Domingue par le commerce négrier. Cette main-d'œuvre s'occupe à faire pousser et à transformer la canne à sucre et le café sur de vastes domaines. Propriété des colons, ils travaillent et vivent dans les pires conditions. Un véritable régime de terreur leur est imposé afin de briser toute tentative de résistance et les maintenir dans un état de complète docilité. Les colons frustrés par les restrictions de l'exclusif, les gens de couleur libre bafoués par des règlements discriminatoires
et 500 000 esclaves maintenus dans un état de servitude brutale et abjecte précipitent le cours de l'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue est au bord de l'explosion. En août 1789, les révolutionnaires français proclament « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Les échos de cette révolution galvanisent les esclaves qui entrent en rébellion. Dans la nuit du 21 au 22 août 1791, plusieurs ateliers des habitations sucrières de la riche plaine du Nord donnent le signal de l'insurrection générale. Plus de 1000 colons égorgés, 160 sucreries et 1200 caféières incendiées. Les dégâts sont estimés à environ 6 millions de livres. L'esclavage est de fait aboli. Il le sera officiellement en août 1793 lors de l'invasion de la colonie par les Espagnols puis les Anglais. Dans le tumulte émerge Toussaint Louverture. Ancien esclave de l'habitation Bréda, Toussaint rallie très tôt le mouvement insurrectionnel, puis il rejoint l'armée française. Son commandement est magistral. Il apporte la victoire à la France contre les envahisseurs espagnols et anglais. Nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue, puis gouverneur général de la colonie, il proclame en 1801 une constitution autonomiste qui émancipe la colonie de sa métropole. L'esclavage y est définitivement aboli et l'élaboration d'une société égalitaire est proclamée, une première étape vers l'indépendance. En réaction, Napoléon Bonaparte décide de l'envoi d'une force militaire pour rétablir à Saint-Domingue l'esclavage et la souveraineté de la France. Saint-Domingue, février 1802. Le corps expéditionnaire du capitaine général Leclerc encercle l'île de Saint-Domingue et débarque en divers points. À l'issue d'une terrible guerre, autant fait d'armes mémorables, et en dépit de la disproportion des forces et des moyens en présence, malgré la perte de leur chef Toussaint Louverture déporté en France, l'armée indigène de Saint-Domingue, formée d'anciens esclaves, sort victorieuse à l'issue de la bataille décisive de Vertières le 18 novembre 1803. « 1er janvier 1804. Une ère nouvelle débute sur l'île de la Caraïbe. Jean-Jacques Dessalines, commandant en chef de l'armée victorieuse, accompagné de ses généraux, proclame l'indépendance. Et, pour bien souligner l'événement et son irréversibilité, il nomme le nouvel État Haïti, nom que lui donnèrent jadis les Taïnos, les premiers habitants de l'île. Au lendemain de l'indépendance, les Haïtiens font face à de nouveaux défis. Créer un nouvel ordre social, créer un nouveau système économique, créer un État. Un retour des Français est à craindre. Un train de mesures est immédiatement pris en cas d'attaque. Éloigner la population des côtes. Au moindre signal d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout. Le siège du commandement de l'armée est transporté à l'intérieur des terres, à Marchand, la capitale du nouvel État. Avril 1804. Dessalines commande à ses généraux divisionnaires l'édification d'ouvrages fortifiés au sommet de montagnes les plus hautes, surplombant les voies menant à l'intérieur des terres. Entreprise immense, visant à borner le territoire nouvellement conquis. Il fut ainsi édifié un ensemble stratégique de constructions militaires, forts, batteries, redoutes, vigies, postes, guérites. Les forts Bonnet-Carré, Marfranc, Platon, Gary, Les Bois, Campan, Auger, Jacques, Alexandre, Drouet, Delpech, Becquet, Oranger, Bayonnet, Jalousière, Neuf, Dahomey, Culbuté, Décidé, Madame, Innocent, Doko, Fin du monde. Pas moins d'une trentaine d'ouvrages militaires couvriront l'ensemble du territoire. De ces constructions se distingue un ouvrage exceptionnel, la citadelle. Le général Henri Christophe, à qui est confié le commandement de la région nord du pays,
dépassant les instructions de l'ordonnance d'avril 1804, érige sur le Bonnet à l'évêque une immense fortification, une montagne sur la montagne. Pour réaliser cette surprenante construction placée à 900 mètres d'altitude, Henri-Christophe use de stratégies inédites et invente. Il invente des courtines et des bastions étagés, une synthèse audacieuse entre les applications classiques des ouvrages militaires bastionnés du marquis de Vauban et les récentes théories des fortifications verticales élaborées par le marquis de Montalembert. Il entoure le pic vertigineux de la Ferrière d'un vaste quadrilatère sur plus de 12 000 mètres carrés. Il fonde sa citadelle au sommet d'un piton rocheux sur des soubassements de 5 mètres d'épaisseur. Il réalise le tour de force d'adapter la forteresse aux faciès brutales du sol et à l'arête rocheuse qui lui sert de socle, combinant ainsi de surprenantes hardiesses de construction à une science consommée de la défense militaire. Il élève des tours bastions, dont l'une d'elles, le bastion Croix-David, atteint plus de 40 mètres de hauteur. D'une saisissante beauté, le bastion Croix-David confère à l'édifice une sorte de majesté qui est autant une manifestation de puissance qu'un élément défensif. Il perche à pic au-dessus d'une falaise vertigineuse le bastion du Grand Boucan, la batterie Marie-Louise et le bastion du Prince Royal. Henri-Christophe érige d'immenses magasins à poudre et y entrepose des milliers de barils d'explosifs afin d'assurer à la forteresse une impressionnante puissance de feu. Il met au travail 20 000 hommes et femmes recrutés dans tout le nord du pays. Afin de réaliser cet immense chantier, tout un réseau d'approvisionnement est mis en place. Il prospecte, ouvre et fait exploiter des mines d'argile pour la confection de centaines de milliers de briques, de carreaux et de tuiles. Il construit d'immenses fours à chaux nécessaires à la fabrication des mortiers pour la mise en œuvre de plus de 150 000 m3 de maçonnerie de pierre. Il remet en production d'anciennes habitations coloniales pour nourrir ses ouvriers. Il fait grimper de manière inconcevable, à 900 mètres d'altitude, près de 360 tonnes de pièces d'artillerie lourdes. Il y transporte plus de 50 000 projectiles de guerre de tout genre, boulets, bombes, obus explosifs, grenades. Il aménage dans l'enceinte de sa citadelle une vaste place d'armes destinée à la revue des troupes. Il y loge un palais, le palais du gouverneur, surprenante architecture civile au milieu des puissantes masses des corps de bâtiments militaires. Faisant face à la ville du Cap, ce palais domine vallée et plaine en contrebas et balise la côte. Tel une vigie, il signale l'approche de toute flotte ennemie. Il aménage pour ses officiers un mess, le quartier des officiers, équipé de salons, d'un réfectoire, d'une cuisine et de fours à pain. Il installe des logements de troupes, des geôles, des forges, des cuisines, d'immenses entrepôts de stockage d'aliments. Il réunit à sa forteresse l'essentiel pour mener la guerre et résister à un long siège. Et cette interminable succession de chambres de tir casematées, longeant courtines et bastions et abritant l'artillerie lourde, battant par des embrasures la campagne environnante. Pour compléter la défense de sa forteresse sur son flanc sud, afin de la rendre complètement inexpugnable, il fait ériger 4 ouvrages supplétifs, les redoutes de Ramier. Répondant à leur mission de vigie et de défense, ces redoutes ont été armées de canons et de mortiers sur leurs 4 faces et sont entourées de fossés. Avec le site fortifié de Ramier et sa citadelle, Christophe crée un ensemble monumental à l'échelle du paysage qui l'entoure. Henri-Christophe avait été chef cuisinier.
Cela contribua sans doute à ses grandes qualités d'organisateur. Il savait prévoir et programmer. C'était également un meneur d'hommes. Né à l'île de la Gonâde dans les Petites Antilles, il arrive très jeune au Cap Français où il est employé d'une auberge qu'il aurait initié à l'art culinaire et en aurait fait un maître-queux. On retrouve ses traces dans le corps de chasseurs royaux français du vice-amiral d'Estaing, engagé du côté des insurgés dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ainsi, Christophe participa au siège de Savannah où, selon la tradition orale, il aurait été blessé. À son retour, il s'établit au Cap comme aubergiste et maître boucher, puis devient cuisinier à l'hôtel de la Couronne. En 1793, il est chef de brigade dans l'armée de Saint-Domingue et commandant de l'arrondissement du Cap Français et de Fort-Liberté en 1798. Il poursuivit sa carrière militaire au service de l'armée indigène puis du Nouvel État. Après l'assassinat de Dessalines, il fut élu à la présidence d'Haïti et général en chef des forces de terre et des mers. Insatisfait des pouvoirs que lui conférait la Constitution, il se retira dans la partie nord du Nouvel État avec les troupes qui lui étaient restées fidèles. Le 2 juin 1811, il se fit couronner roi d'Haïti sous le nom d'Henri Ier. Visionnaire, nationaliste et ambitieux, chef militaire souvent emporté, impulsif, mégalomane, Henri Ier fut tout cela, mais également un organisateur exceptionnel. Passionné de construction, Henri construisit plusieurs palais, dont le plus somptueux, celui de Sans Souci à Millau, sur les contreforts de la chaîne du Bonnet à l'évêque, au pied de sa citadelle. Le 15 août 1820, Henri Ier est victime d'une crise d'apoplexie. Un soulèvement ne tarde pas à se déclarer au sein du royaume. Malade et trahi par sa garde, il se suicide le 8 octobre 1820. Son corps est amené de nuit par ses proches et enterré à la citadelle. À la mort du roi, la citadelle Henri est pillée puis abandonnée. Délaissée, la citadelle Henri n'a survécu que grâce à sa solidité et à son isolement. Depuis plus de demi-siècle, les Haïtiens restaurent leur citadelle. Des travaux importants ont eu lieu de 1980 à 1990 avec l'appui de l'UNESCO. En 1982, la citadelle Henri, le site fortifié de Ramier et les ruines du palais de Sans Souci sont rassemblés dans un parc national historique de 27 km². La même année, le parc est inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine de l'humanité sous recommandation du Conseil international des monuments et des sites. Après ces 10 années de travaux, la citadelle Henri fut mise hors de danger et reçoit des voyageurs venus de partout visiter la plus importante fortification de la Caraïbe et la plus grande collection de pièces d'artillerie du XVIIIe siècle au monde. Des pièces rares dont certains exemplaires sont uniques. Bagnodeur, canon en bronze doré de calibre 24, fondu à Douai en 1700. Il a fait partie de l'artillerie de Louis XIV, il pèse plus de 2 tonnes. Mortier de marine 12 pouces et demi. Sa culasse ovoïde est surmontée d'un décor baroque, ceint des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Ce canon de bronze a été fondu à Rochefort en 1743. Canon anglais de calibre 24, fondu dans du bronze en 1719 sous le règne de George II. Il porte les grandes armes éclatées d'Angleterre. Sur son renfort se détachent les armes saintes du collier de l'ordre de la Jarretière de Sir John Churchill et la devise « Fiel pero desdichado », fidèle mais malheureux. La quasi-totalité de l'artillerie transportée et mise en place à la citadelle Henri et au fort de Ramier fut prise à l'armée expéditionnaire dirigée par Leclerc en 1802, puis rangée et soigneusement mise en scène. Prenant prétexte du retour éventuel des Français, dépassant les instructions de l'ordonnance de Dessalines, il érige un monument, essentiellement pour mettre debout un peuple que l'esclavage avait réduit à l'état de bête de somme. D'une forteresse prodigieuse, Henri-Christophe fait un monument-musée, un écrin où sont rangées et mises en scène dans un grand souci esthétique les armes prises sur l'ennemi. Il lègue au peuple haïtien un patrimoine.
Il avait compris que la fierté ne pouvait se résumer avec des mots, qu'il fallait de grands symboles. Avec la citadelle Henri, Christophe a voulu et a réussi à élever l'âme haïtienne en érigeant un monument qui rassure tout en conjurant le temps.